Bonjour. 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 Voilà, donc on va commencer. Donc comme le présentait le petit fascicule que j'ai plus là, bon, donc je vais intervenir. Je sais que vos problématiques sont autour des détenus. Donc moi j'interviens dans la phase du procès pénal et essentiellement de la cour d'assises. Donc en fait pour me présenter, je suis ethnologue, anthropologue. J'ai fait des études de droit, mais c'est plutôt en ma qualité de chercheur en ethnologie que j'ai choisi de travailler sur la cour d'assises. C'était mes travaux de thèse. Et ensuite, j'ai poursuivi. Donc, pour vous situer à peu près, j'ai commencé dans les années 2000. Donc, l'ethnologue, le principe de l'ethnologue, c'est d'aller dans une société, dans une communauté, dans un groupe, plus exactement, si vous voulez, qu'il ne connaît pas ou très peu, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc ma démarche a été, dans un premier temps, de travailler en France. Donc pour vous situer un petit peu mes terrains, là on m'a demandé d'intervenir puisque j'ai écrit un livre à la suite donc, de toutes ces recherches. J'ai soutenu ma thèse, donc c'était à partir de ces travaux-là. Mais ensuite, j'ai poursuivi à travailler, donc à faire des observations dans les cours d'assises en France, mais aussi en Belgique. On pourra peut-être en parler après si ça vous intéresse. Mais donc aussi, oui, en Belgique, en Suisse, et puis j'ai travaillé aussi avec des ethnologues, sociologues qui ont pour terrain l'Italie. Donc vous voyez, c'est un petit peu un panorama. Je vous en prie, entrez. C'est un peu un panorama qu'on tente de faire maintenant parce que ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire que la cour d'assises n'avait jamais été traitée d'un point de vue ethnographique. Vous pouvez trouver des ouvrages donc d'historiens. Ça a été très depuis le 19e siècle. Donc il y a des historiens, il y a des sociologues bien sûr, des juristes. Mais si vous voulez, l'angle de vue, c'était essentiellement l'institution du jury populaire. Vous voyez, c'était de voir, donc c'était ça surtout qui intéressait. Et donc moi, j'ai opté pour une approche assez différente, parce qu'en tant qu'ethnologue, je voulais savoir comment se construisait, puisque à l'audience, ce qui se joue à l'audience, c'est la recherche de la vérité. C'est déjà le cas en amont au cours de l'instruction, puisque le dossier arrive là à l'audience et le président donc dirige les débats. Et l'idée, si vous voulez, c'est comme on entend, on dit bon, c'est comme quand on a une décision, on voit au niveau des médias, on a une décision de cour d'assises, on se dit c'est arbitraire, il a pris tant. Alors du côté de la défense, ça peut être bon, c'est arbitraire, il a pris 20 ans, etc. Puis du côté des parties civiles, vous pouvez entendre c'est pas assez, etc., etc. Donc, comme c'est quand même des petits jugements à l'emporte-pièce, je voulais voir exactement ce qui se jouait dans cette salle-là, dans ce procès pénal. Bonjour. Installez-vous. Merci. Voilà. Et donc, comme le cœur au départ, si vous voulez, je ne savais pas par où, parce que ce que j'allais traiter réellement. C'est un peu c'est le terrain qui m'a renvoyé ma problématique. Et je me suis dit, bon, finalement, ce qui se joue là à l'audience, c'est la recherche de la vérité. On recherche de la vérité. Donc, comment... Alors là, c'est en ça, si vous voulez, que ça change comme approche. C'est plus tant au niveau des jurés. Je me suis mise dans la salle, ce que je fais toujours d'ailleurs, et j'ai observé, j'ai tout noté. Donc la pratique, c'est l'observation participante de l'ethnologue, qui prend en note tout, le verbal, le non-verbal, et tout ce que j'ai noté, c'était pour percevoir ce qui participait de cette construction de la vérité, pour voir comment ça se passait, et si réellement il y avait une lecture possible à donner. Donc pour vous préciser un petit peu le terrain, déjà c'est quand même important,
je me suis rendue, bon, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille, bon, je vous ai dit, là, j'ai élargi avec l'Europe, mais j'ai fait à peu près j'ai suivi à peu près une quarantaine de procès. Donc en France, dans les grandes cours d'appel, parce que la cour d'assises, c'est une juridiction, vous savez, qui n'est pas permanente, elle siège lorsqu'il y a un crime, donc il y a des départements, elle dépend des départements. Donc j'ai quand même privilégié les cours d'assises où il y avait des crimes, si vous voulez, qui représentaient la criminalité française aussi. Donc plutôt, je me suis déplacée donc, dans le Nord, j'ai fait donc la région parisienne, le Nord, le Sud-Ouest aussi en partie. Bon, j'ai pas été partout, hein, mais en tout cas, j'ai croisé toutes ces données. Et puis le Sud-Est, Lyon et le Sud-Est. Donc, pour avoir une idée quand même de ce qui est, enfin, vous le savez, mais des crimes qui sont jugés en cour d'assises, majoritairement, 60-70%, ce sont des affaires de mœurs, ce qu'on appelle des affaires de mœurs, c'est-à-dire des affaires d'inceste et de viol. Donc c'est assez. Alors quand je dis c'est assez nouveau, ça date depuis justement ce tournant des années 80, 90. Mais il y a aussi, vous trouvez tout à fait. Bon, il y a aussi pas mal d'homicides, d'infanticides. Il peut y avoir des empoisonnements, des braquages. Donc vous voyez, donc là je vous parle vraiment des affaires de droit commun, puisque maintenant je travaille, mais je vous en parlerai soit après, soit dans les questions. Maintenant on mène une recherche avec un groupe sur les cours d'assises spécialement composées, donc qui concernent les actes de terrorisme. Donc vous voyez, là je suis vraiment dans le droit commun. Toutes mes recherches donc, ont été tournées là-dessus. J'ai fait aussi un petit peu de tribunal correctionnel, mais là on va rester sur la cour d'assises. Et donc c'est du droit commun, du droit classique, on va dire, et je me suis intéressée à des affaires ordinaires, on va dire. C'est-à-dire, bon, j'ai travaillé sur l'affaire Doutreau, on pourra aussi en parler après si vous voulez, j'ai publié quelque chose là-dessus. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir réellement comment une affaire ordinaire, un crime, donc que ce soit un inceste intrafamilial ou un homicide quelconque, un assassinat, donc un meurtre, dont personne ne parlait, si vous voulez, où il n'y a pas forcément, le plus souvent, il n'y avait pas de caméras, de médias. Donc ce sont des affaires qui se déroulent sur 2-3 jours en moyenne. Vous voyez, ça c'est l'affaire vraiment classique, ordinaire. Je regardais donc les rôles, etc. Puis je me rendais et je suivais vraiment du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du tirage au sort des jurés, et même en amont, puisqu'il y a une formation des jurés. Donc le plus souvent, je suivais, quand c'était sur une session, la formation des jurés. Ça, si vous voulez, je vous en parlerai, là je ne vais pas en parler. Parce que quand ils arrivent, ils sont assez angoissés de ce qu'ils ont à connaître. Et ensuite, donc, je restais à l'audience jusqu'à la fin. Voilà, donc j'ai pris des notes. L'idée dans ma méthode, si vous voulez, c'était d'observer, de prendre des notes. J'ai classé, ça a été un travail assez considérable, mais c'est le travail de l'ethnographe, de l'ethnologue, de classer, parce que qu'est-ce que vous faites de toutes ces données, de tous ces échanges. C'est ce qui paraît d'ailleurs dans mon livre, je mélange l'analyse et les échanges concrets que j'ai eus, que j'ai relevés au cours des audiences. Donc là, j'ai fait un classement pour voir ce qui se dégageait. J'ai essayé de tirer un peu des lois, de me dire, bon, bah, finalement, que ce soit à Montauban, à Paris ou à Nice, bah, j'ai vu les récurrences. Ce qui m'a permis, mais ça, c'est un raccourci, parce que j'ai mis une dizaine d'années à faire ça, enfin à terminer vraiment, puisque le premier travail a été fait au cours de ma thèse, était de donner donc une lecture de ce qui me semblait être aujourd'hui la cour d'assises en France. C'est ce que je vais c'est ce dont je vais vous parler. Donc pour terminer sur mon corpus, donc il y a eu cette observation participante qui est vraiment, comme le décrit Malinowski, qui est l'ethnologue de référence, si vous voulez, à la fois on est complètement, on s'immerge on fait partie finalement presque des meubles dans cette audience. Ensuite, on a des échanges, il y a les notes d'audience, donc je vous disais du verbal, du non-verbal. Je me suis intéressée aussi aux émotions, parce que les émotions jouent un rôle aussi dans la construction de la vérité, au regard, au silence, donc à tout ce qui composait, tout ce qui faisait, donc tout ce qui participait de cette construction de la vérité selon moi. J'ai aussi mené des entretiens, donc il y a eu toute cette phase où j'ai contacté les magistrats. Donc
les présidents, j'ai beaucoup travaillé avec eux, et encore maintenant bien sûr, donc les présidents de cour d'assises, puisque c'est eux qui dirigent les audiences, mais aussi les assesseurs, donc j'ai eu mais aussi les avocats généraux, bien sûr, les procureurs, et donc, en fait, les greffiers aussi. Donc en quelque sorte, tous les acteurs, si vous voulez, je me suis intéressée à tous les acteurs de l'audience. Et ensuite, j'ai testé mes hypothèses. J'allais régulièrement à l'École nationale de la magistrature pour présenter, parce qu'on me demandait de présenter mes travaux. Donc j'ai eu l'occasion de tester de mes hypothèses qui ont été validées donc par les magistrats, c'est-à-dire pour savoir s'ils se reconnaissaient ou pas dans ce que je pouvais décrire. Voilà. Ensuite, donc, je me suis intéressée aussi à l'anthropologie de l'espace. Donc ça c'est très intéressant parce que, si vous voulez, il y a une évolution. Donc vraiment pour la cour d'assises, et on va le retrouver pour l'accusé, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, mais il y a tout un cadre à fixer. Il y a l'anthropologie de l'espace, c'est-à-dire tout simplement les prétoires. J'ai vu qu'il y avait une évolution, parce que quand j'ai commencé mes observations dans les années 2000, si vous voulez, il y a quand même un acteur fondamental qui apparaît, qui était peu présent, voire absent jusqu'ici, dans les années, donc fin des années 80 et années 90. Vous avez la victime, donc la partie civile, qui émerge sur la scène pénale, en quelque sorte. Et donc ça, c'est nouveau. Et en même temps, dans les années 2000, quand je commence mes observations, comme il y a un mouvement de construction de nouveaux palais de justice ou de réaménagement, c'est là que j'ai vu que les parties civiles, les associations de parties civiles, voulaient absolument avoir leur place dans le prétoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, parce que soit elles se situaient au premier rang des bancs du public, mais elles n'étaient pas vraiment dans le prétoire. Donc elles ont exigé à avoir une place, des bancs, face à l'accusé, pour avoir une voix, ce qu'elles pouvaient avoir jusqu'ici, hein, mais qui est toujours d'ailleurs subsidiaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas besoin d'avoir une partie civile pour qu'un procès pénal puisse avoir lieu. Mais donc voilà, elles ont exigé ça, et puis plus on avançait, dans les années 2010, elles ont exigé non plus d'être face à l'accusé parce qu'elles trouvaient que le regard de l'accusé devenait insupportable, et donc elles voulaient être devant quand c'était possible, quand les rénovations n'avaient pas été encore faites, ou pour les nouvelles salles, elles voulaient être devant la cour. Et une des salles qui le montre très bien, c'est l'une des dernières salles, enfin il y en a eu d'autres, mais une des salles qui montre très bien ces revendications, c'est la deuxième salle du palais de justice de Bobigny, au deuxième étage, alors pas la première quand vous rentrez, mais la deuxième de la cour d'assises, où là on voit qu'il y a vraiment, au niveau des bancs et de la disposition des bancs et du nombre de bancs qui sont accordés, donc qui sont réservés pour les parties civiles, il y a vraiment là c'est quand même très fort. Donc si vous voulez, on a une audience qui, moi j'ai assisté à ça dans les années 2000, où il faut prendre en compte un acteur qui jusqu'ici était peu présent, en tout cas des débats, qui n'étaient pas... Maintenant, alors on peut trouver que les parties civiles sont trop présentes, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Et les magistrats, évidemment, dans leur débat, sont obligés de donner la parole. Vous pouvez pas ne pas donner la parole aux parties civiles quand elles veulent s'exprimer. Donc il y a cette notion-là. Il y a aussi ce que j'ai pu constater, que justement aussi dans les années 2000, il y a eu un tournant comment on peut dire, oui, il y a eu une nouvelle génération de magistrats. Donc ça c'est quand même aussi très important. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire que nous avons là des présidents de cours d'assises qui donc arrivent le plus souvent, moi ce que je rencontre sont en fin de carrière, parce que pour être président de cour d'assises dans une grande cour d'appel, il faut quand même avoir de l'expérience. Et donc ce sont des magistrats qui ont passé le concours de la magistrature et ce sont les premiers qui arrivent en fin de carrière, ce qui n'était pas le cas avant, et qui pour le plus souvent, la plupart ont été... Il y a eu toute une génération où auparavant ont été juges des enfants. Donc, si vous voulez, ils sont là à l'audience avec
leur expérience de juge des enfants. En même temps, donc tout ceci coïncide avec ce que je vous disais, la montée en puissance des affaires de mœurs, donc avec des plaignants ou des plaignantes qui sont à l'audience. Donc ils doivent aussi, les faire parler, ce qui est très difficile. Et donc dans ces années 90, il y a les premières, je pense que c'est important de le souligner, il y a les premières formations de présidents de cour d'assises en France. Donc ce qui veut dire que jusque-là, bon, chacun avait sa pratique et faisait comme il voulait, mais ce que démontrent ces formations de présidents de cour d'assises dans les années 90 à l'ENM, c'est vraiment ce souci du magistrat de savoir comment interroger et comment l'audience. Donc si vous voulez, c'est là est très important donc leur rôle, donc par rapport à la victime, certes, au plaignant, mais aussi par rapport à l'accusé. Et si vous voulez, c'est vraiment, vraiment donc un souci de savoir comment on va s'adresser à lui. On l'appelle monsieur, on l'appelle plus accusé. Donc c'est vraiment ce tournant-là des années 90-2000. On va l'écouter. Alors je ne dis pas qu'il n'était pas écouté avant, parce que comme vous le savez, bon, l'oralité des débats laisse très peu de traces de cette audience. Donc mais bon, j'ai eu quand même des témoignages. Et si vous voulez, donc on a une audience, je pense depuis ces années-là, où aussi les magistrats ont demandé, ces présidents-là aussi ont exigé à ce qu'il y ait au moins 2 jours d'audience minimum pour que chacun puisse s'exprimer. Donc ça, c'est aussi important. Ça date de ce tournant-là, 90-2000, pour qu'on puisse à la fois vraiment entendre, parce qu'avant, je pense, en gros, pour caricaturer un peu, si vous voulez, les présidents, et ça, ce sont les assesseurs, ce sont les présidents un peu âgés qui nous le disent maintenant, mais qui étaient assesseurs à l'époque, donc qui étaient auprès du président de la cour d'assises. Le dossier arrivait de l'instruction. En gros, bon voilà, très bien, si vous voulez, c'était confirmé en une journée, on fermait le dossier, et voilà, l'accusé se prenait les années qu'il devait se prendre. Et donc là, on a vraiment, et on est toujours aujourd'hui dans cette configuration, où on a le temps, on essaie d'avoir le temps, à la fois pour interroger l'accusé et pour le faire parler, en même temps 2 jours, parce que parfois la première journée, on n'arrive pas à s'exprimer, donc c'est pas plus mal. Les choses, vraiment, c'est vrai que 2 jours, 1 jour ou 2, ça paraît... mais c'est quand même... La différence est énorme, parce que la première journée, les choses se mettent en place, et quand on a... Souvent, on peut s'apercevoir que la deuxième journée, il y a des choses qui peuvent se passer, parce qu'on revient, c'est les mêmes personnes qui reviennent, on a déjà dit des choses, et donc, si vous voulez, il y a vraiment cette volonté de faire parler à la fois l'accusé, d'entendre la victime aussi, la partie civile, je préfère dire la partie civile, parce que jusqu'au procès, jusqu'à la décision, on ne sait pas si elle est vraiment victime ou pas. Mais donc voilà, on est dans cette nouvelle configuration, et toujours maintenant, où les magistrats ont vraiment ce souci de faire parler au maximum pour comprendre. Aussi au travers de la personnalité, puisque ça c'est un élément très important en France, qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Alors ça, c'est... Donc si vous voulez, on a vraiment une audience qui s'organise sur les faits, certes, mais qui sera mise en lien aussi avec, avec la personnalité. Donc je pense que ce qu'on pourrait dire, ce que j'ai envie de dire aux accusés qui sont souvent dans l'attente d'un procès, dans l'angoisse de ce procès. Donc moi je vais pas beaucoup, je fréquente pas les prisons, mais des fois j'aurais envie de leur dire des choses. Ce serait peut-être leur avocat, mais je sais pas, après il y a... Mais ce qu'on a envie de leur dire, c'est déjà de s'exprimer. Alors je sais que c'est difficile, surtout quand on a commis, mais au mieux qu'ils peuvent en tout cas, parce que leur parole sera entendue, et à la fois donc par les professionnels, mais aussi par des victimes, des plaignantes qui sont là. Et souvent, j'ai vu des procès où les faits étaient assez atroces, et lorsque l'accusé arrive à parler, parce que l'accusé, c'est un monstre pour la plaignante qui a vécu des agressions, qui a vécu... Merci. Et si vous voulez, le fait qu'il puisse parler, et je pense que les conditions de l'audience aujourd'hui lui donnent la possibilité de parler,
Ben, on s'est rendu compte au cours de cette audience que finalement, c'était plus un monstre, si vous voulez. Son humanité revient, quoi. Il redonne son humanité. Et je pense que les audiences françaises, on arrive vraiment à un équilibre aujourd'hui, me semble-t-il, où les magistrats ont, par cette pratique de la parole, de l'échange, il y a vraiment quelque chose qui se tisse par la temporalité qu'il faut garder, mais elle est menacée, parce qu'aujourd'hui on est vous savez, au niveau européen, il faut aller vite, ça coûte cher et ça prend du temps. Donc ces 2 jours d'audience minimum dont je vous parle et que je défends parce que je pense réellement qu'elle apporte quelque chose à la fois à l'accusé, à tout le monde, à l'accusé, mais aussi à la partie civile, et puis aussi aux professionnels, qui sont quand même, qui veulent rendre une justice qui soit restaurative, qui rétablisse le lien social. Et là, je pense que c'est le cas dans la plupart des cas. Donc tout ça, c'est menacé parce qu'on veut aller plus vite. On se dit, bon, finalement, si l'accusé reconnaît les faits, eh bien, on lui applique sa peine. Vous voyez, c'est un peu le plea bargaining. Donc, on fixe directement la peine sans passer par le discours, par le récit, par le récit des faits, etc. Donc, c'est vrai qu'on est pris là-dedans. Moi, je défends l'audience telle qu'elle se joue aujourd'hui, qu'elle se déroule aujourd'hui en France. Et donc, pour vous dire que je pense réellement qu'il y a... Dans cette, alors, vous me direz, c'est vrai que les audiences pénales, enfin en tout cas criminelles, il y en a moins de 3000 aujourd'hui en France. Donc c'est vrai que les détenus se passent essentiellement devant des procédures, soit rapides, soit correctionnelles, soit... Mais en tout cas, pour ce que j'ai pu observer, voilà ce que je peux vous dire. Je pense réellement qu'il y a une construction de la vérité qui est, pour reprendre donc ce que je disais au début, qui n'est pas du tout arbitraire, où tous les éléments sont mis dans le contradictoire, c'est-à-dire que le président arrive à l'audience avec une idée du dossier. Il a lu le dossier, donc il a une idée de la culpabilité ou pas des faits. Ça, d'accord. Donc c'est le premier à formuler des hypothèses, c'est-à-dire à soumettre toutes ces hypothèses au débat contradictoire, mais après, ça n'est pas le seul. Les jurés peuvent poser des questions, les assesseurs peuvent aussi poser des questions, et puis aussi l'avocat général et les avocats. Et tout est vraiment soumis, si vous voulez, toutes ces hypothèses sont formulées, alors soit elles sont abandonnées, si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt à les maintenir, soit elles sont maintenues quand vraiment on parvient à une certitude, à une sorte de preuve. Bon, on a assez peu de preuves, vraiment, on va dire plutôt des certitudes. Et ensuite, ou peut-être d'autres sont formulées, d'autres apparaissent, d'autres hypothèses nouvelles peuvent apparaître. Et donc, c'est vraiment dans cet échange-là. Et ce qui est important aussi, me semble-t-il, pour l'accusé, ce temps d'audience est important parce que c'est là qu'il va comprendre sa peine et sa condamnation et la décision. Et ça, je pense, vous voyez, on a ajouté, on a la motivation depuis 2011-2012, là, qui était... bon, on a fait un travail sur la motivation. Qui lit les motivations ? Bon, voilà, faudrait demander aux accusés si réellement... Ils peuvent la lire. Alors, les avocats me disent ils la lisent, mais ils mettent du temps, etc. Bon, moi, je pense que réellement, ce qui est important pour l'accusé, c'est de comprendre, même s'il nie les faits, c'est d'entendre ce qui est dit à l'audience, c'est de voir ces interactions. Et justement, toutes les hypothèses, il verra réellement là qu'on a tout mis là au débat contradictoire. Et il verra si, dans son fort intérieur, même s'il ne va pas nous dire que c'est lui, ou qu'il n'a pas fait ça, ou qu'il reconnaît une partie, etc. Donc, si vous voulez, tout ce tissage des échanges est très important. Et aussi, donc, pour terminer aussi sur la motivation, la rédaction, bon, c'est bien, on a une rédaction puisque c'est sous l'influence de la pression, même si la France n'avait pas été condamnée, mais la pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais si vous voulez, ce qui est très important, je le vois, et on n'en parle jamais, c'est de la motivation orale. Parfois, alors ça c'est pas dans tous les cas, et puis vous n'avez pas, c'est pas formalisé du tout, mais le président de cour d'assises, quand il vient rendre la décision,
Alors, vous savez qu'en France, juste une précision, on motive la culpabilité, mais pas la peine. Bon, ce qui pose problème aussi. En Belgique, ils ont dû motiver, la cour d'assises a dû motiver la peine 10 ans avant la culpabilité. Alors pourquoi en France on a décidé de motiver que la culpabilité? Bon, j'en sais rien, il y a plein de magistrats qui viennent me dire il faut absolument qu'on puisse motiver aussi la peine. Bon, je ne sais pas comment bouger, changer les choses, mais parce qu'ils me disent en prison, ils ont eu 20 ans, ils veulent savoir pourquoi. Et il faut savoir que certains magistrats ont motivé récemment, hein, à la suite de la culpabilité sur la feuille de motivation, ont motivé aussi la peine, ils ont été condamnés par la Cour de cassation. Pourtant, ça expliquait bien pourquoi on avait mis telle peine. Bon, donc, pour vous dire que les présidents de cour d'assises, et ça je l'ai vu, alors pas à chaque fois, mais ça arrive assez souvent, et c'est très fort, c'est très intéressant. Lorsque la décision est rendue, donc ils viennent, ils lisent, quelque chose d'assez formel, si vous voulez, à la question numéro tant, il a répondu oui, oui, etc., ou non, voilà. Et souvent, alors en France, parce que le texte ne l'oblige pas, la motivation n'est pas lue intégralement. J'ai pas vu de président qui la lisait. En revanche, il y a des présidents qui expliquent oralement, c'est ce que j'appelle donc motivation orale, parce qu'elle a quelque chose d'assez à la fois improvisé, mais de très authentique, parce qu'elle va, si vous voulez, elle rend compte à la fois des débats. Donc quand on a assisté au débat pendant 2 ou 3 jours, on a donc les débats en tête, mais on a aussi le délibéré. Alors évidemment, le président ne dévoile pas ce qui s'est dit au cours du délibéré, mais certains présidents me disent, alors moi je suis obligé de pratiquer cette motivation parce que les jurés me disent, dites-lui pourquoi on a mis telle peine. Mais ça peut être sur la peine, mais ça peut être sur la culpabilité ou d'une façon générale, sur ce dont la Cour a retenu de ce qui s'était dit au cours des débats. Et là, vous avez des accusés qui restent figés avec ce qui vraiment se dit et qui partent en prison avec ça. Et ça, je trouve ça vraiment d'une force, parce que si vous voulez, ils ont vécu l'audience, il y a eu l'attente, et là, réellement, il y a une vérité qui s'impose, alors qu'ils soient d'accord ou pas, qu'elle soit vraie ou fausse, ça ne sera pas forcément... ça peut être quelque chose auquel ils n'adhèrent pas, mais le plus souvent, quand même... Il y a une place à côté de nous. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Ah ben, il y en a une là. Voilà, donc cette motivation, je trouve, est quand même très, très, très intéressante. Alors, je ne sais pas, moi j'ai plein de choses à vous dire. Alors, est-ce que je m'arrête là et vous avez des questions? Comme ça, je pourrais rebondir peut-être sur des sujets auxquels j'ai pas abordé, que je pourrais développer, soit en France, soit à l'étranger, soit donc sur mon terrain qui est donc le droit commun. Je peux parler un petit peu, puisqu'on commence sur les procès de terrorisme, puisqu'on commence à travailler aussi là-dessus, où je vois des accusés qui sont à l'isolement depuis des années et des années. Enfin bon, c'est quand même... Voilà, ça c'était plutôt ce que j'entendais tout à l'heure. Je suis juste passée, j'entendais dans l'archive, on disait il faut se battre contre l'isolement, etc. Mais je crois que on n'est pas à la fin de l'isolement, hein, surtout dans les actes de terrorisme. Ça va être difficile. Hein. Bon. Après, on les récupère à l'audience. Est-ce que c'est encore des hommes, des bêtes sauvages, enfin des gens qui doivent affronter? Et ce qu'on a vu, d'ailleurs, pour les 2 procès criminels, les 2 derniers que j'ai suivis, si vous voulez, avec justement tout ce rituel d'audience, etc., on se disait comment ces garçons... Enfin, ça devait être très difficile d'affronter à la fois le public, d'affronter les magistrats, après une période d'isolement assez longue. Enfin, malgré tout, ils se sont quand même assez bien exprimés. Voilà, donc si vous voulez, je peux arrêter là, et puis comme ça, avec les questions, je pourrais rebondir sur des éléments que je n'ai pas évoqués, ou que je pourrais, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Oui, je vois déjà une question. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez vraiment la sensation qu'à l'issue d'un procès en cour d'assises, il y a la vérité qui ressort? Parce que généralement, ce que l'on pense, c'est que... Enfin, il y a peut-être une vérité qui se... C'est une vérité judiciaire. Voilà, C'est... Finalement, la partie civile, même elle, n'a pas forcément l'impression que comme il y a 2 thèses qui se confrontent, et c'est rare quand même qu'il y ait quelqu'un qui avoue quelque chose ou quoi. Enfin, ça peut aussi être une idée de vérité construite, mais pas de vraie vérité. Ah bah complètement. De toute façon, c'est une vérité judiciaire, ce qu'on appelle couramment une vérité judiciaire. Il y a toujours des parts d'ombre sur plein d'éléments, hein, de doute, d'ombre,
Et je pense, c'est ce que je décris dans mon livre, j'en ai pas trop parlé ici, mais je pense, de toute façon, une vérité, une décision, une vérité, donc une vérité, je veux dire, mais une décision, il y a toujours une part, selon moi, une part d'erreur. Le tout, c'est d'essayer à ce que cette part d'erreur soit la plus minime possible. Alors, ce qui fait cette part d'erreur, c'est parce qu'on n'a pas tous les éléments, il nous manque, on va avoir des mensonges, etc. Donc, le tout, c'est qu'elle soit la plus petite possible, parce que sinon, si elle est grosse, c'est ce qui fait l'erreur judiciaire. Et il y en a, hein, c'est pas... Mais donc, cette vérité qui est, oui, elle est complètement construite à l'audience, avec les gens, donc c'est avec les gens qui sont là, qui en appel, vous voyez un autre procès, le même procès en appel va être complètement différent, avec des, vous pouvez, alors soit des éléments nouveaux ou pas, mais même s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, la vérité et la construction de cette vérité sera encore différente, parce que à partir du moment où on change de lieu, on change de personne, on change de... Donc c'est vrai que c'est pas, de toute façon, après, est-ce qu'elle satisfait? Elle satisfait rarement. J'ai pu voir des audiences où la décision était satisfaisante pour un accusé qui reconnaissait et qui... c'est pas impossible. Ou une partie civile, c'est pas impossible. Les parties civiles, vous savez, le plus souvent, surtout dans les affaires d'inceste et de... Elles demandent pas tellement, elles demandent pas une peine. Elles veulent qu'on reconnaisse les faits. Elles veulent que l'accusé parle. Et voilà, elles sont surtout dans la. Donc on n'est pas dans le. Peu importe finalement après ce qui sera décidé. Alors sa culpabilité, certes, c'est important, mais au niveau de la peine, vous voyez, c'est pas ce qu'elle recherche le plus, quoi. C'est vraiment une reconnaissance de ce qui a été fait. On est sur un autre plan, là encore. Oui. Je voudrais faire un parallélisme donc, entre ce que vous venez de soulever, donc la part de doute qui peut exister dans le procès, et l'obligation de motivation. Oui. Est-ce que selon vous, quand il y a une part de doute, est-ce qu'elle transparaît d'une quelconque manière dans cette motivation? Oui, les motivations, alors ça dépend. Vous savez, c'est pas très... chaque président, il y a eu des études qui ont été faites là récemment sur la motivation en France. Je pourrais vous donner des références, vous pourrez voir. Donc les motivations ont été recueillies, puis on a fait des comparaisons. Donc on a vu qu'il y avait des motivations qui étaient très courtes, d'autres qui étaient longues, d'autres qui étaient... Bon, il y a tout ça. Après, oui, bien sûr, dans la motivation, ce qui apparaît essentiellement, ce sont les charges. Les charges qui... Enfin, donc oui, ce qui conduit à condamner. Les charges convergentes. Mais on n'est pas obligé de mettre... je ne suis pas sûre que... Alors le doute peut apparaître, mais c'est surtout, vous voyez, c'est ça, ce qu'on veut... il faut que... Parce que le but, quand même, la volonté de cette motivation, si on répond aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la condamnation puisse être comprise par l'accusé, par le condamné. L'idée, c'est ça. Donc il faut qu'elle soit lisible, compréhensible, il ne faut pas que ce soit du langage technique, voilà. En plus, dans une cour d'assises, il y a des jurés, mais enfin, c'est quand même le président de la cour d'assises qui la rédige, évidemment, mais qui peut relire avec eux à la fin, et qui... voilà. Donc, la part de doute, elle peut apparaître. Tout dépend des formes de... Mais essentiellement, ce qu'on va voir dans une motivation, ça va être les raisons qui ont conduit les 9 ou 12 personnes à condamner. Vous voyez, ce sera pour donner des éléments de compréhension aux condamnés. Voilà. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le procès de trop. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce procès a changé justement l'approche qu'on a du procès pénal et notamment la place des parties civiles et de l'opinion publique? Oui, alors, il a changé sur plusieurs... C'est surtout au niveau des expertises psychiatriques qu'il a, puisque c'était comme ce sont des enfants qui ont, c'est la parole de l'enfant. Alors si vous voulez, on est en plein, comme je vous disais, dans les années 2000, donc on a 90, 2000, on a toute ces nouveaux procès, parce que non pas qu'avant on violait pas, ni il n'y avait pas d'inceste, mais c'était pas dénoncé. Donc on est dans ce cœur, dans des procès où on a en France plus de 60%
Voilà. Et donc, si vous voulez, là, on s'est aperçu... Enfin, avec le procès d'Outreau, on s'est dit peut-être que la parole de l'enfant, il faudrait faire un peu attention. Enfin, vous voyez, c'est... bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des expertises qui sont bonnes pourtant, avec d'excellents psychiatres, hein, il y a eu, vous savez, la Cour, on a travaillé là-dessus, sur la commission parlementaire, donc où tous ces psychiatres sont venus, mais c'est des excellents psychiatres, c'est les meilleurs de France. Monsieur Viau, Coutenceau, Zaguri, enfin bon, voilà. Donc, mais ils ont reconnu, voilà ce qu'ils ont, ils se sont dit, voilà ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que quand vous avez une affaire, donc quand vous avez un homicide, vous avez des faits matériels. Alors plus ou moins, mais bon, au moins, le juge peut dire, bon, là, d'accord, il y a des coups de couteau, je vois, on retrouve ci, on retrouve ça. Il y a des éléments matériels qui font, alors plus ou moins, mais qui permettent au juge de se prononcer sur la culpabilité plus facilement. Le problème de ces affaires de mœurs, d'inceste, etc., c'est que vous avez assez peu de preuves matérielles, oui, enfin très peu, et c'est surtout, c'est la parole, mais ça dans toutes ces affaires-là, ça va être la parole de l'autre contre la parole de l'autre. Ça c'est connu, c'est la difficulté de ces affaires. Et là, si vous voulez, comme le juge est assez désemparé, parce que par rapport à tout ça, donc il attendait trop de l'expert psychiatre. Pour l'affaire d'Outreau, c'est ce qui s'est passé, mais ça peut se passer dans d'autres affaires. Donc après, ils ont fait attention. Et les psychiatres ont reconnu, ont dit oui, c'est ça. Nous, on nous demande d'analyser une personnalité psychique, ça dans tout, que ce soit des homicides, mais en plus, si vous voulez, il y a eu un glissement entre... Alors vous pouvez dire, oui, il a des traits, de pédophile, vous voyez, c'était ça. Mais alors, il faudrait qu'il reste là, le psychiatre. Mais après, il y a eu un glissement. Mais pourquoi il y a eu le glissement? Parce que le juge aussi est en demande. Alors, est-ce que vous pensez, comme il a ces traits de personnalité, est-ce que vous pensez qu'il a pu... Voilà, c'est ce glissement-là. Et donc, ce qui a mis en lumière cette commission, c'est que, justement, le psychiatre doit rester à sa place de psychiatre, c'est-à-dire répondre précisément quelle est les traits, si vous voulez, de personnalité ou de la personne qui est examinée. Mais pas forcément, et souvent dans les procès. Alors, ce qui a changé après, dans les audiences, c'est que les experts ont été très prudents et ont dit, voilà ce que j'analyse, mais il fallait surtout pas, évidemment, ils ne se prononçaient pas. Si vous voulez, c'est ce lien entre la personnalité psychique et les faits. Et souvent, donc, les psychiatres, maintenant, disent, voilà, quel est mon rapport, mais je peux, c'est à vous, c'est à la Cour, à faire le lien possible entre cette personnalité. Donc, c'est essentiellement ça. Et puis après, les avocats ont beaucoup, évidemment, utilisé aussi ça dans les plaidoiries pour dire que finalement la parole de l'enfant n'était pas ce qui est, voilà, bon, après chaque affaire, mais si vous voulez c'est quand même essentiellement ça. Après au niveau de il y a une forme de les juges d'instruction sont plutôt enfin il y a une loi pour qu'il y ait une collégialité, alors c'est pas toujours ça arrive c'est le cas, mais c'est dans des petites juridictions, je crois que c'est pas encore tout à fait, c'est pas possible. Enfin voilà ce qui a vraiment essentiellement, je pense, changé à ce niveau-là, c'est au niveau des expertises psychiatriques, puisque ce sont elles qui ont conduit, mais bon, en même temps, donc je pense qu'il y a eu un paroxysme, parce que ça c'était le cas avant. Mais cette affaire-là a fait éclater le fait qu'il ne fallait pas faire ce lien, et il fallait en tout cas se méfier à ce glissement entre expertise psychiatrique et fait. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de la place qu'on a donnée à la partie civile dans le procès pénal, puisqu'initialement le procès est le fait de la société, enfin c'est pour la société oui, tout à fait. Et pas pour quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'en donnant cette place à la partie civile, on a dénaturé le procès pénal. Oui. Donc je veux savoir oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que la partie civile je fais partie de ceux qui pensent qu'elle a trop de place, mais de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà. Donc on est obligé, si vous voulez. Ah bah oui. Oui, moi je suis d'accord avec vous, puisque au départ. Et puis, alors si vous voulez, ça commençait comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est en ça que c'est intéressant de voir. Si vous voulez,
elles sont conquises, cette place, cette scène pénale, par l'espace. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en entrant. Parce que dans les textes, il n'y avait rien. Et c'est après qu'on a changé les textes. Parce que maintenant, elles apparaissent, les victimes, dans les textes. Quand les jurés sont tirés au sort et doivent prêter serment, ils prêtent serment de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société, et depuis 2001, ni ceux de la victime. Alors qu'elle n'est pas encore victime. Et voilà. Voilà. Donc pour vous dire, ça c'est bon, c'est dans les textes. Ils ont réussi. Enfin, on a réussi. Donc faire. Moi, je suis d'accord. Bon. Alors il y a du bon et du moins bon. Oui, il y a beaucoup de place. Comme je vous disais tout à l'heure, les présidents sont obligés de tenir compte de cet acteur maintenant. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et comme elles sont là, pleurnichantes, etc. Alors, bon, peut-être c'est réel. de l'émotion sur le jury. Mais c'est peut-être réel, hein, je ne veux pas non plus... Mais si vous voulez, vous avez des présidents, souvent, vous disent, bon, bah, ce matin, alors, donc on a là, bon, alors ce matin, on va entendre l'accusé, parce que souvent les audiences, pas toujours, mais souvent commencent par l'interrogatoire de personnalité, pour le mettre en confiance, ça fait partie de tout ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a quand même la parole de l'accusé qui est vraiment dans une préoccupation hein, des magistrats. Donc, monsieur, on va vous entendre ce matin, mais la partie civile, vous serez entendu. Donc, à rassurer, parce qu'il y a eu des... Comment dire, pas des revendications, mais parfois des parties civiles qui vous disent, mais attendez, et ça je l'entends souvent, mais qui disent, mais on ne parle que de l'accusé à l'audience. Alors, ce qu'il faudrait leur dire, c'est que c'est le procès de l'accusé. Mais elles viennent avec leur malheur, qui est sans doute réel hein, pour beaucoup d'entre elles. Mais vous voyez, il y a donc cette présence, ce nouvel acteur, et il faudra faire avec, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, mais déséquilibre d'une certaine... Pas déséquilibre, mais il y a des pôles différents. Et c'est vrai que, bon, ça n'empêche que l'accusé est entendu, effectivement, il pourra donner sa version, et... tout ça. Mais c'est vrai que souvent, on entend dire des parties civiles qui disent « mais on ne parle que de lui ». Mais de toute façon, après les parties civiles, on ne pourra pas faire autrement, parce que quand vous voyez les gros procès qui vont arriver, bon, c'est de terrorisme, je vous parlais, etc., faut voir aussi au niveau de l'instruction, parce que je vous parle là au niveau de l'audience, mais elles ont déjà leur place au niveau de l'instruction. Et ça, c'est depuis... Alors, peut-être la date, je vais vous dire une bêtise. Mais en tout cas, c'est dans les années 2000. Ça, c'est sûr. Bonjour. C'est dans les années 2000, mais peut-être 2010. Mais peut-être, je vous dis... Ouais, peut-être 2010, je crois. Où là aussi, dans le Code de procédure pénale, on demande au juge d'instruction, tous les 6 mois, de rendre compte de l'évolution de l'affaire à la partie civile. Et là, je ne vous dis pas, dans les procès en ce moment d'instruction du Bataclan, de Nice, etc., vous voyez, vous avez des milliers de personnes... Avec le procès Mera, tout ce qu'il y a eu entre les échanges houleux entre la partie civile, les avocats de la partie civile... Oui, parce qu'il faut un respect aussi, bien sûr. Tous les incidents que ça a engendré. Oui. Ben, j'y étais au procès Mera, mais ça n'a quand même pas empêché l'audience. Bon, après, c'est un peu ce que les médias grossissent, vous voyez que ça... Oui. Après, bon, nous, on était le matin de... Quand même, tout s'est bien déroulé. Le problème, là... Enfin, le problème, si vous voulez, par rapport à la décision dans ce procès, c'est que les parties civiles, donc, elles ont été très dignes, on peut le dire. Elles ont été... bon, à part un monsieur, je crois, qui a insulté la maman, bon... D'accord. Mais après, il faut dire, il y a quand même, ce sont des faits, il y avait une tension à l'audience nette, hein, c'est quand même des faits atroces. Enfin, c'est en plus filmé. Vous voyez, moi, j'ai pas voulu voir, de toute façon, on nous a pas montré, je les aurais pas vus, je sais pas, parce que Mohamed Merah avait filmé les scènes. Hein. Donc, c'est... Vous voyez, quand vous tirez sur des enfants, enfin, ouais, des choses quand même, on peut comprendre. Hein, voilà. Simplement, là, on est à l'audience. Le rituel, heureusement, mais fait que les choses reviennent en place, parce que sinon, on se saute dessus. Hein, voilà, donc là, il y a quand même un rituel qui encadre les émotions. En même temps, elles étaient là, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, le problème de là, ce qui s'est passé, c'est que le débat a permis... et d'ailleurs, on voit, c'est le deuxième procès criminel en lien avec les actes de terrorisme récents, hein, puisque j'ai suivi Cantorsi
Et ce procès-là, alors là, on voit la parole de l'accusé. Les accusés parlent beaucoup. À l'inverse, des accusés des autres actes de terrorisme, style ETA, etc., eux, non, ils ne sont pas en rupture par rapport à l'État, par rapport... non, non. Alors, on vous dit qu'ils sont dans la fakia, qu'ils dissimulent. Bon, ça, peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, et les présidents leur donnent beaucoup la parole. Pour vous dire sur ce point-là, le procès, excusez-moi, mais c'est très intéressant, ça j'ai trouvé, le procès Cantorsi, les accusés, on avait 20 accusés, c'était énorme, hein. Enfin 19 précisément, présents, 10 dans le box et 9 sous contrôle judiciaire. Voilà. Et je pense que ça a été une très bonne décision. D'ailleurs, il n'y a pas eu appel. Hein, Et à la fin, quand le président a donné la parole en dernier aux accusés, les accusés ont remercié la Cour de les avoir écoutés, entendus. Et, enfin, je vous dis en gros, mais 3 ou 4 d'entre eux ont dit merci comme si, pour eux, c'était... Et c'est vrai qu'on a pris le temps de les entendre. C'était peut-être la première fois, et c'est ça aussi qui est bien dans cette enceinte de la cour d'assises. C'est que vous avez des accusés, bon, en dehors des actes de terrorisme, mais pour les autres, c'est peut-être la première fois qu'on leur donne la parole. Enfin, oui, qu'on les entend, qu'on les respecte, qu'on veut bien comprendre. Donc là, il y avait vraiment... et pour le procès Mera, donc, un accusé... Alors, des faits, si vous voulez, d'une atrocité, bon, voilà... Mais en même temps, un accusé, c'était ça un peu qui était paradoxal, c'était un accusé qui était pas là. Il y avait le frère. Alors d'accord, donc il fallait prouver sa complicité. Ben, c'était très compliqué. D'ailleurs, dans la motivation du jugement, voilà. Il y a 14 pages de motivation, et je pense que la Cour a voulu se donner la peine de bien motiver, parce qu'elle a eu peur de la réaction aussi de l'opinion publique. Exactement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'audience, tous les éléments, quand tout à l'heure je disais qu'on part du dossier et qu'on soumet tous les éléments en forme d'hypothèse au débat contradictoire, tout a été balayé, tout. Rien, si on est honnête intellectuellement, rien ne permet de poursuivre pour complicité. De le condamner pour complicité. Rien. Même si on voudrait, mais on ne peut pas. Voilà. Donc, le président a expliqué, enfin, il a fait cette motivation. Donc, il a été condamné pour une AMT, c'est-à-dire une association de malfaiteurs, qui, à l'époque des faits en 2012, le maximum était 20 ans. Donc, il a été condamné à la peine maximum des faits pour lesquels il a été condamné. Maintenant, c'est 30 ans, parce qu'il y a une inflation, évidemment, des peines chaque fois qu'il y a... Mais à l'époque, c'était 20 ans. Donc, il a eu la peine maximale des faits pour lesquels il a été condamné. Et ça, la partie civile... Si vous voulez, alors je comprends les émotions, mais elles auraient voulu qu'il soit condamné pour complicité pour que la peine soit plus forte. Mais si on est, ce que je vous dis, si on est honnête intellectuellement, il n'y a pas de complicité. Si on tombe là-dedans, ça voudrait dire que le terrorisme aura gagné et que notre justice, elle sera plus honnête et... Ça, voilà. Si, et si vous avez... Alors, il va y avoir appel, mais... Alors, ce qui est embêtant aussi, il y a un travail des avocats, là, peut-être, à faire auprès des parties civiles. Alors, parce que bon, là, je ne sais pas, ils attendent quoi. Si la composition de la prochaine cour d'appel est aussi honnête que celle-ci, on ne va pas trouver davantage de complicité. Ça veut dire qu'il y aura un autre procès, que ça coûte un argent fou, il faut quand même le dire. C'est impressionnant. Tout ça pourquoi? Pour arriver au même résultat? J'en sais rien, on verra. Mais bon, après, elles ont le droit de faire... Enfin, c'est pas elles qui ont fait appel, c'est le parquet. Ouais. C'est pas les parties civiles, hein. Mais bon, c'est le parquet, c'est pas... Mais bon, il y a quand même une insatisfaction. Et là, on voit que la motivation, si elle était lue, mais alors à quoi elle sert cette motivation? Nous, on l'a lue, oui. On se dit, bah oui, vous n'y étiez pas à l'audience, vous vous êtes dit... Voilà. Mais quand vous avez lu, vous avez compris pourquoi il n'avait pas été condamné, pour complicité. Je pense qu'on comprend quand on lit. Bah, elles, soit elles ne lisent pas, soit elles ne veulent pas... Enfin, voilà, c'est là... donc on aura un autre procès, et puis... Et elles se sont exprimées d'ailleurs à la fin. C'était très bien. En revanche, vous voyez, autant je trouve que la partie civile a trop de poids, mais je vous dis, on ne peut pas revenir en arrière, hein, surtout dans ces procès, etc. Alors, autant pour le procès dont je vous parlais, le précédent, le procès Cantorsi, qui était un procès aussi, je vous avais dû entendre parler, c'était une grenade qui avait été lancée dans une épicerie cachère. Voilà, alors bon, heureusement il n'y avait pas eu de mort, parce que la grenade avait été, si vous voulez, une rangée de chariots qui avait contenu la grenade, donc il n'y avait que
verres brisés, enfin il n'y avait pas eu de mort, heureusement. Mais ces garçons étaient aussi poursuivis pour pour des associations de malfaiteurs, c'est-à-dire qu'il y avait des projets en cours qui ont été arrêtés. Vous voyez, au cours de ce procès, les parties civiles n'étaient pas présentes. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a des places encore. Vous avez une chaise là? Oh ouais. Par contre, il n'y en a qu'une. Et... Désolé de vous interrompre. Non, je vous en prie. Alors juste pour terminer sur la partie civile là, pour vous dire, parce que vous voyez, autant on peut trouver qu'elles sont trop présentes, et bien autant là, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas suffisamment présentes. Parce que d'abord, donc elles ne sont pas venues, elles n'étaient pas présentes physiquement, et lorsqu'elles ont... alors elles étaient peu nombreuses, mais lorsqu'elles ont témoigné, c'était par visioconférence. Alors ça, c'est encore aussi un problème qui casse l'oralité, moi qui défends l'oralité d'audience. Bon, enfin bref, ça c'est encore un autre. Et donc, elles ont témoigné par visioconférence. Et là, vous vous rendez compte à quel point, d'une part, alors leur non-présence, parce que la présence, c'est-à-dire venir tous les jours, vous voyez, c'est... Puis l'accusé voit, ça c'est bien aussi, quand même, quand vraiment, si c'est réellement l'accusé. C'est bien qu'il voit les personnes, parce que, bon, souvent, que ce soit dans tous les procès, on ne connaît pas la personne, ou on la connaît, ou ben bon, c'est bien quand même qu'il... c'est important, et il y a des choses qui se... Dans cette oralité, quand on prend le temps, il y a des choses qui se nouent, qui se disent, mais ça, c'est en présence uniquement. Et j'ai trouvé donc qu'elles étaient trop absentes dans ce procès-là. Alors parfois elles sont trop présentes, et là j'ai trouvé, donc il faut un juste milieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus qu'elles ne soient pas du tout présentes. Ça peut avoir un rôle, ça peut quand même dans la construction de la vérité, et même dans l'aspect d'une justice, parce que je pense que la justice française est une justice restaurative le plus souvent, c'est-à-dire qui permet, c'est à ça qu'il faut, si on peut travailler, c'est ça, c'est restaurer le lien social, à la fois du côté de l'accusé, pour qu'il comprenne sa condamnation et qu'ils comprennent aussi les faits. Et des fois, ils sont en demande de savoir pourquoi ils ont fait ça. Ça les dépasse, les faits les dépassent. Donc c'est bien qu'il y ait cette explication. Et pour la partie civile aussi, de leur expliquer voilà, qui elles avaient en face, pourquoi il a agi de telle manière, puisque là, ça, avec le parcours psychologique et autres. Donc c'est quand même, les deux, c'est finalement, si on trouve un équilibre, sans trop ou de pas assez, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà. Oui. Excusez-moi, j'avais une question sur la méthode que vous avez adoptée. Puisque vous avez dit que vous avez été accueilli à l'ENM, c'est que l'approche leur a apporté quelque chose qu'ils n'avaient pas. Je voulais en savoir plus sur... Vous parlez de qui, des magistrats? Je voulais savoir ce que l'approche ethnographique pouvait apporter plus sur la manière dont on perçoit le procès d'Assise. Oui, aux professionnels, vous voulez dire à ce moment? Oui. Aux professionnels. Ça peut les éclairer sur... Oui, je travaille avec eux. Ça les éclaire parce que... je vous dis, on a une magistrature. Moi, je les ai découverts. Donc, je suis pas magistrate, bien sûr. Je suis pas de famille de magistrats. Enfin, rien du tout, quoi. Vous voyez. Donc, moi, j'ai aucune. Simplement, j'ai eu. Alors déjà, pour vous dire, j'ai eu quand même un bon accueil. Parce que quand j'ai décidé de travailler sur les cours d'assises, donc j'allais, comme je vous disais tout à l'heure, en tant qu'étudiante, et puis j'avais choisi mon sujet, mon terrain. J'allais observer ces audiences. Mais si vous voulez, je voyais bien que l'acteur central, c'était le président, et je me disais, il faut que je puisse avoir des entretiens quand même avec lui. Mais j'étais coincée parce que le rituel faisait que ça m'impressionnait tellement que je n'osais pas, évidemment, aller les aborder, même à la fin. Donc, j'ai écrit, je ne savais pas trop comment faire. J'ai vu, donc vous savez, il y a deux formations. Il y a la formation initiale à Bordeaux pour les magistrats, la formation continue à Paris. Et avec Antoine Garapon, Denis Salas, enfin toute cette équipe-là, c'était Xavier Lamère qui m'avait reçu. Donc j'ai été voir ce monsieur, Xavier Lamère, qui était... je lui ai dit, voilà mon projet, mais j'aurais besoin... Comment est-ce que vous le trouvez pertinent, etc. Donc il me dit, oui, c'est très bien, parce que de toute façon, les cours d'assises, on n'a pas le temps, parce qu'eux font des recherches aussi. Je dis, nous, les cours d'assises, on n'a pas le temps c'est trop long, on n'a pas le temps d'y aller, donc c'est bien que ce soit un chercheur qui fasse ça, très bien. Et il m'a donné quelques noms.
2 présidents, et c'est comme ça que je les ai... Alors, je voudrais quand même dire que mes recherches ont commencé dans les années, donc je vous disais début 2000, 2002. J'ai eu cet accueil favorable parce que, justement, j'ai eu affaire à cette génération de magistrats qui s'interrogeaient beaucoup sur leur pratique. Si j'étais venue, je pense, je sais pas, dans les années 80, je pense que toutes les portes étaient fermées. En 80, on aurait dit, ah bon, un œil extérieur, qu'est-ce que vous venez faire ? Vous voyez, parce que c'est pas évident de leur faire accepter un ethnologue. D'abord, ils savent pas ce que c'est, ce qu'il fait. Moi-même, j'avais du mal à définir ce que je venais chercher, parce que, si vous voulez, c'est la construction de ma problématique s'est faite tout le long de mes observations. Au départ, j'y suis allée, pourquoi ? Parce qu'il y avait une oralité des débats. Et en tant qu'ethnologue, c'était intéressant, c'est ce que j'ai dit à mon directeur de thèse. Je dis voilà, c'est un groupe, alors certes c'est pas en Afrique, c'est en France, mais il y a des ethnographies qui sont faites en France, dans les milieux pénitentiaires, vous devez connaître, à l'hôpital, et la cour d'assises, ça n'avait jamais été fait. Et donc je me suis dit, là il y a une oralité, donc s'il y a une oralité, il y a quelque chose à saisir, il y a de l'humain, ça c'est sûr, parce qu'il y a un conflit à résoudre, il y a en plus, il y a un crime, il y a tout ça, donc... Voilà, donc si vous voulez, j'ai abordé ça. Mais concrètement, vraiment, ma problématique, voir comment la vérité se construisait à l'audience, ça j'ai mis beaucoup de temps. Et donc, j'étais pas capable de dire au magistrat, écoutez, je viens voir, ça aurait été plus simple, mais c'était pas le cas. Bon, en tout cas, ils m'ont dit, eux, si vous voulez, l'idée, ils étaient plus proches des psychologues, peut-être des sociologues, mais eux, l'idée qu'un regard extérieur puisse les éclairer sur leur pratique, ça les intéressait. C'est pour ça qu'ils m'ont ouvert la porte, et qu'ils étaient... Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Ça leur apporte qu'ensemble, comme ils s'interrogent beaucoup, et qu'ensemble, on essaie de voir ce qui peut aider ou pas à cette construction de la vérité, à faire partie, à comment interroger, comment... il y a plein de petites choses que dans la pratique, comment... là, si vous voulez, la lecture de mon livre, bon, c'était très important pour moi, mais j'avais testé mes hypothèses auparavant, de savoir s'ils se reconnaissaient ou pas. Parce que, et donc, ce qui est le cas. Sinon, j'aurais probablement pas publié. Enfin, oui, mais je l'ai su après, mais j'ai fait plein de tests quand même avant avec eux. Et donc, ça leur permet, si vous voulez, nos discussions, on est tout le temps en train de discuter pour savoir... la façon des parties civiles, quelle est leur place, est-ce qu'il faut leur donner la parole ? Oui, ça c'est sûr, mais comment ? Vous voyez, c'est toute cette construction d'audience, de débat, puisque eux-mêmes sont assez libres. Le texte ne dit pas grand-chose, c'est très strict au niveau des règles, si vous voulez, au début pour le tirage au sort, ça on vous dit précisément comment il faut faire, etc. Mais pour tout ce qui est au milieu, alors certes, il y a une procédure pénale, ils sont très respectueux et très soucieux de ce respect, un petit peu moins depuis qu'à l'appel, mais enfin quand même. Donc, mais la procédure pénale, quand vous êtes à l'audience, elle est en arrière-fond, elle est là, certes, il y a une circulation de la parole, il y a tout ça, c'est respecté. Mais après, eux, doivent faire avec l'humain, avec ce qu'ils ont devant eux. Et aussi toute la partie délibérée. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé parce que moi, je n'y suis pas, bien sûr, au délibéré. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se construit à l'audience. Mais je pense que ce qui se construit à l'audience part après au délibéré. Puis après, c'est encore autre chose qui se fait au moment du délibéré. Mais quand on parle du délibéré, il n'y a aucune règle au niveau du délibéré. Donc ils sont complètement libres aussi de donner la parole d'abord de prendre la parole ou pas, de la donner, dans quel ordre. Donc tout ça, vous voyez, on travaille là-dessus aussi. Même si on... Voilà, donc c'est une préoccupation, je pense, qui est très présente en France, mais qui est aujourd'hui menacée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est d'aller plus vite, parce que ça coûte trop cher. Donc, alors à ce moment-là, si vous voulez, on peut faire... Alors la Suisse, c'est intéressant comme exemple, la Suisse, parce qu'en 2000, il ne faudrait pas arriver vers une justice, enfin il me semble, se diriger vers une justice pareille. En Suisse, depuis 2011, vous avez... que depuis 2011, il y a un code de procédure pénale unifié. Bon, ce qui veut dire qu'il y a 27 cantons, il y avait 27 codes de procédure pénaux différents. Vous voyez, un peu, bon, ouais. Et en unifiant ce code de procédure pénale, on a supprimé les jurés, le jury populaire. Pourquoi ? Parce que l'idée était de dire, on va travailler sur le dossier pour réduire l'oralité de l'audience. C'est-à-dire qu'il nous faut alors, voilà leur mécanisme,
leur réflexion, ils se sont dit, bon, parce qu'avec un juré populaire, vous êtes obligé de tout reprendre depuis le début. C'est l'idée, c'est le fondement de notre cour d'assises, ce principe de l'oralité des débats, qui est très présent en France et auquel on est quand même très accroché, peut-être trop, parce que ce qui fait que le dossier, on n'a pas le dossier, les jurés et les magistrats n'ont pas le dossier au moment du délibéré. Parce que c'est le principe de l'oralité, tout doit se faire, leur conviction doit se forger au moment de l'audience. Bon, la Belgique a un peu atténué ce principe. Depuis longtemps, ils ont le dossier d'instruction au cours du délibéré. Les magistrats, parfois, s'en plaignent parce que les affaires peuvent être complexes, ou on peut lui demander des choses. Ce serait quand même bien d'avoir le dossier au moment du délibéré. Bon, ça, c'est encore un autre point, mais voilà. Mais pour vous dire que, donc, comme en Suisse, donc ils ont dit, bon, on va supprimer, ils ont supprimé le juré populaire, parce que, comme ils étudient le dossier avant l'audience orale, ce qui n'est pas le cas, enfin nous il n'y a que le président, des membres de la Cour, et donc là, ils ont pris des professionnels parce qu'ils vont simplement, comme il y a cette étude qui est faite en amont du dossier, on va les membres du tribunal ou de la Cour vont dire, voilà, bah là, donc cette preuve elle est acquise, donc c'est pas la peine de dire aux témoins de revenir nous dire la même chose. Bon, donc on écarte. Alors simplement, ils convoquent uniquement les témoins qui pourraient apporter un éclairage, une précision ou quelque chose de nouveau. Ce qui fait que comme ça, vous réduisez considérablement... Ah ben en Suisse, les audiences, ça dure un jour, c'est fait. Enfin souvent, c'est un jour, parce que très peu de gens sont convoqués, parce que tout est dans le dossier. Donc ce qui veut dire que ça modifie aussi l'oralité pour le justiciable qui vient. Moi, je ne comprenais rien à ces audiences, parce que vous arrivez... Comme vous ne reprenez pas depuis le début, on demande à l'accusé, bon, vous confirmez ce que vous avez dit dans le dossier ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, il faut attendre d'être devant la machine à café pour qu'on vous explique ce qu'il avait dit. Voilà. Après, les témoins, donc très peu de témoins, et donc une oralité qui est... Mais après, tout dépend ce qu'on veut Parce que les Suisses, on a travaillé avec eux, ils nous disent, mais nous, de toute façon, l'audience est faite pour appliquer... On applique le droit. Donc, alors après, si vous voulez, tout dépend à quoi sert l'audience. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette audience ? Si c'est uniquement pour appliquer le droit, on peut réduire, on peut faire pareil. L'accusé vous dit qu'il est coupable, vous lui mettez 20 ans, et puis voilà. Ça dépend ce qu'on veut. Donc, si après, on pense qu'il y a une... Vous voyez cette notion, quand on dit oui, il y a peut-être quand même... l'audience a quand même un effet de justice restaurative, etc., même pour l'accusé, pour le plaignant aussi, etc. Bon, si vous trouvez que ça, c'est pas la peine et que la justice n'est pas... C'est vrai qu'au départ, elle est faite pour condamner, pour sanctionner. Oui, mais nous, il y a eu une évolution, on en est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Donc, eux, ils appliquent le droit. Bon, voilà. Et nous, on est menacés parce que je vous dis, les audiences, on a eu un colloque le 28 juin à l'ENM, où justement, alors, c'est pas encore, il y a quand même quelques résistances, mais c'est vrai, comme il y a beaucoup d'affaires au correctionnel, donc on se dit, il faudrait quand même, c'est bien beau les assises, mais il faudrait quand même donner un peu plus de temps. Bon, ça, après, c'est des questions de moyens, c'est toujours pareil, de politique. Oui ? Ah, je croyais qu'il y avait un doigt. Oui, qui se levait. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que les magistrats font en sorte que la vérité morale puisse se déployer durant le procès. Est-ce que c'est pas un peu un leurre quand on voit la force symbolique du procès, comment la domination s'inscrit dans l'espace ? Ensuite, de micro d'assises pour voir les magistrats très haut, ouais. Et puis avec le robe de corbeau, et puis l'accusé dans la fosse 3 mètres plus bas. Je me demande si le sentiment d'écrasement qui est en train l'accusé ne rend pas un peu illusoire la recherche de la vérité. Alors là, vous voyez, je peux vous dire, pour avoir assisté quand même à pas mal d'audiences, c'est une... Alors certes, il y a le rituel, il y a... tout ça, je suis assez d'accord. Mais quand vous assistez, justement, cette temporalité de l'audience fait que je vous promets qu'à un moment donné, vraiment, vous oubliez tout. Vous oubliez... Et ce que les magistrats travaillent, ils en sont conscients, et ils travaillent beaucoup là-dessus. Je le cite, en citant dans mon livre, justement, parce que je montre qu'à un moment donné, il y a une telle complicité, si vous voulez, dans l'interrogatoire, il y a des présidents qui parviennent, si vous voulez, aussi à rentrer tellement dans l'échange avec l'accusé, que l'accusé
fait des confidences, hein, si je puis dire, ou enfin en tout cas se livre, et je pense qu'il ne pensait peut-être pas se livrer autant. Et si vous voulez, alors c'est vrai qu'il y a l'estrade, il y a tout ça, bon, oui, mais si, alors il faut du temps ça par contre, il faut un peu de temps, parce que c'est vrai que si vous arrivez comme ça et tout de suite, il faut tout dire et tout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas possible. Mais si vous voulez, plus le temps, alors 2 jours c'est le minimum, mais plus vous restez dans une audience et plus, donc ça on oublie tout ça. Et je suis sûre, bon le rituel judiciaire d'Antoine Garapon, tout ce qu'il décrit c'est très juste, mais la temporalité de l'audience vraiment vous fait oublier, et j'ai pu assister à des échanges où vraiment on se croyait davantage dans un cabinet de psy, si vous voulez, que dans une cour d'assises, où vraiment l'accusé se livrait, avait même des lapsus en disant monsieur le docteur, enfin vous voyez, il y a vraiment, et là on sentait vraiment qu'il y avait une authenticité de ce qui était livré, parce qu'il y a aussi, vous savez qu'il y a un rendez-vous. Juste, le président de cour d'assises est obligé de rencontrer, alors c'est tout à fait formel, de rencontrer l'accusé dans les 5 jours avant son audience. Donc il y a quand même une première rencontre. Alors là, rien ne doit se dire sur le fond. Mais vous voyez, une rencontre d'homme à homme, là, quand même. Bon, ça peut être une femme, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même déjà... Et là, l'accusé, parfois, dit ça. Donc il connaît déjà quand même il connaît le visage, il voit qui va le juger. Bon, c'est pas lui seul, c'est toute la cour. Donc je pense que là déjà il peut se tisser quand même quelque chose. Mais à l'audience, je ne pense pas, si on laisse le temps et si on laisse les débats vraiment s'installer là dans l'audience, je pense pas que ce soit... on voit plus la robe, on voit plus... Alors si vous voulez, par contre, ce qui pose problème, ce sont les box. Ça pose problème. Plus que l'estrade, le machin, vous voyez... Les box posent problème dans beaucoup, hein, dans certains tribunaux, parce qu'on vous dit que c'est des cages de verre. Alors tout ça, c'était pour des raisons de sécurité, etc. Mais ils sont tous finalement faits de manière un peu différente. Des fois, vous avez des espaces. Alors certains avocats se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à parler, d'autres... Alors les box en ce moment posent problème. Ça oui, parce qu'on les voit pas suffisamment, ou ils sont cachés, ou voilà, ou le micro ne marche pas, on les entend pas, oui. Mais après, la configuration, je pense que simplement ce rituel permet aux émotions d'être encadrées, vous voyez, avec la robe, bon, l'espace aussi, de dire chacun à sa place, parce que sinon, y a beaucoup d'espace d'évitement hein, en cour d'assises. On n'a pas envie de regard, on n'a pas envie de regarder la personne ou la famille. Il y a des problèmes aussi au niveau des familles, parce qu'il y a des familles qui s'affrontent aussi beaucoup. Il n'y a pas que l'accusé. Voilà. Donc, il y a tout cet espace, c'est quand même important. Et je pense, donc je vous dis, à mon avis, ce qui pose problème pour l'accusé aujourd'hui à l'audience, c'est essentiellement le box. Parce que ça le coupe, ça le... Ben, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un président de cour d'assises, et j'ai jamais vu ça, où il me disait, il est à la retraite, il n'exerce plus. Hein. J'ai jamais vu ça. Il me disait, comme j'avais des problèmes d'audition, c'était juste pour ça, j'avais demandé, j'entendais pas bien l'accusé, j'avais demandé qu'il témoigne là devant la barre, bon, avec l'escorte, etc. Vous voyez. Mais vous vous rendez compte de faire sortir l'accusé et le mettre devant soi, et là, vous voyez, alors il avait la robe bien sûr, il y avait l'estrade, il y avait tout ça, mais ils réussissaient vraiment à rentrer en contact et avoir vraiment une discussion intéressante sur... Donc bon, et c'est beaucoup aussi aux magistrats à faire cet effort, mais je pense qu'ils sont conscients, ils le font, de mettre à l'aise. Alors si on peut, évidemment, donc il y a du temps, c'est toujours pareil, hein, on les fait parler d'abord plutôt sur leur personnalité avant de parler sur les faits. Vous savez, il y a ces 2 points qui sont abordés à l'audience. Donc beaucoup de magistrats privilégient d'abord, quand ils le peuvent, parce qu'il faut que les experts puissent être là en même temps, etc., mais de faire parler d'abord l'accusé sur sa personnalité, pour justement le faire parler, voir un peu comment il s'exprime, le mettre un petit peu plus à l'aise, etc., et ensuite pour entrer... Donc bon, voilà, il y a quand même un effort, quoi, et une réflexion en tout cas là-dessus. Oui.
Tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire, si vous voulez, on peut pas, dans ce qui se joue à l'audience, on ne peut pas prendre uniquement les échanges. Bon, il y a les échanges, certes, il y a ce qu'on peut entendre, mais il y a tout ce qui n'est pas dit, qui est... donc, j'ai travaillé sur les émotions, bien sûr, qui participent de... Les silences sont très importants. C'est même plus fort qu'une parole, parfois, un silence. Donc ce sont des éléments que vous ne pouvez pas... Alors c'est difficile parce que, voilà, hein, c'est pas... Mais donc il y a les regards. Les regards, c'est surtout dans cet espace ritualisé, mais où je vous disais, donc on essaie de s'éviter, on veut se regarder, mais pas se regarder non plus, enfin... Donc voilà, c'est tout cet aspect qui, à mon sens, contribue nettement à la construction de la vérité. Et ce sera aussi autant de choses que l'accusé pourra, auxquelles il est sensible, de toute façon, qu'une parole. Voilà, donc c'est essentiellement donc les regards, les silences, pour les nommer. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi Bon, après, tout ce qui est l'ordre de l'émotion, qui est ressenti ou simplement vu, quelqu'un qui est tremblant. J'ai assisté à des affaires, c'était quand même assez terrible, vous voyez, où ça perturbe. Enfin, ça perturbe. Alors, cette jeune fille, c'est vrai, c'était une plaignante qui avait été abusée, enfin, et si vous voulez, elle était là, donc au milieu du prétoire. Vous voyez, une souffrance tremblante tout le temps, mais c'est perturbant même pour ceux qui ont assisté à l'audience, c'était atroce. Et alors, si vous voulez, c'était tellement perturbant que le président, à un moment donné, a rétabli les choses en disant, certes, cet enfant a subi, il est sûr que cet enfant a subi des sévices, mais ce qui n'est moins sûr, ce qui n'est pas sûr, ce qu'on doit définir et déterminer, c'est est-ce que c'est cet homme. Vous voyez, c'était pas forcément lui qui avait... Donc, ça, c'est... Voilà, donc il n'y a pas que des paroles. Tout ça, c'est le non-verbal. Le non-verbal qui fait partie de l'audience, qui vous perturbe, qui... tout le monde, hein, les jurés, parce qu'il y a quand même les magistrats aussi, même s'ils semblent comme ça, de marbre. Voilà, et j'ai essayé de prendre en compte, oui, tout ça dans mon analyse, pour pas... Parce que c'est l'humain, justement, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas uniquement de la procédure. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement la procédure, le droit est présent à l'audience. Mais bon, on se rend même pas compte. Parce que comme cette justice s'adresse à des non-professionnels, c'est ça qui est intéressant. C'est que donc tout le monde peut... à des non-professionnels et à des justiciables, c'est une vitrine aussi. C'est la façon de voir aussi, je pense, le degré de notre démocratie, la façon dont on rend la justice. C'est quand même important. Et les audiences sont publiques. C'est le principe, évidemment. Donc après, il peut avoir, à la demande de la partie civile, des huis clos quand il y a eu des affaires de mœurs. Hein, mais le plus souvent, d'ailleurs, ces victimes demandent de plus en plus à ce qu'elles soient publiques, parce qu'elles ont envie de voir, de montrer que justement, ce qu'elles disent, c'est pas faux, et donc de démontrer... Elles espèrent que l'audience apporte quelque chose dans leur démonstration et dans leur reconnaissance. Oui ? Excusez-moi, est-ce que votre expérience, vous avez constaté que la cour d'assises était hermétique à l'extérieur, ou est-ce qu'elle se laissait entraîner, par exemple, par ce qui s'en disait dans les médias ou dans l'opinion ? Par rapport aux médias, vous dites ? Ça, c'est assez... Vous voyez, par exemple, les jurés, quand ils... Normalement, ils ne doivent pas avoir de connexion avec de lien avec l'extérieur, se laisser influencer. C'est difficile de leur dire, les présidents. Bon, mais je pense assez peu parce que, d'une certaine manière, vous avez, on peut le voir avec par le biais des jurés, bien souvent, quand ils lisent les journaux de l'affaire à laquelle ils assistent, ils voient l'écart entre une interprétation et leur vécu. Donc finalement, ce qui se passe à l'audience, si vous voulez, quand vous êtes à l'audience, c'est long une audience, hein, c'est physique, hein,
C'est du matin, ça peut durer 10 à 12 heures, une audience de cour d'assises. Donc, si vous voulez, voilà, et vous avez tous les aspects. Donc, je ne pense pas que les médias aient une grande influence. Pardon ? Il y a certains avocats qui jouent sur une force médiatique pour influencer d'une manière ou d'une autre. Des avocats qui font rentrer ça dans leur stratégie, en tout cas. Non, pas vraiment. Okay. Non. Je pense que si vous voulez, avec autant de... Ce qui se joue à l'audience, par contre, oui, on va prendre... mais il n'y a pas... Je ne suis pas sûre que les médias, vraiment... Après, il y a d'excellents chroniqueurs judiciaires qui restituent formidablement... mais je pense que c'est vraiment... c'est pas que ce soit une bulle, mais un peu quand même. Voilà ce qui s'y joue. Voilà ce qui se... Et le problème aussi, c'est que quand on n'est pas à l'audience, on dit des choses qui sont très fausses, très, très erronées. Vous voyez, quand on assiste, c'est ça, on se dit c'est dommage. Vous voyez, pour revenir sur l'affaire Mera, on va dire oui, il a eu que 20 ans. Mais on n'a rien compris. Il fallait être à l'audience, il faut savoir pourquoi il était poursuivi, est-ce que c'était possible ou pas de prononcer une complicité. Voilà, c'est... Après, en même temps, bon, les audiences, elles ne sont pas prêtes d'être filmées. Vous savez, en France, on est très conservateur. Même le procès Mera, il n'a même pas été... on voulait qu'il soit filmé juste pour... en tant qu'archive, pour plus tard. Il a été ni filmé ni enregistré. Donc vous avez intérêt d'être à l'audience, sinon vous perdez, quoi. C'est un peu ce qui fait l'oralité des débats, qui est vraiment... voilà, donc non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'influence. Oui. Je me demandais en fait si les faits que vous avez évoqués, c'est-à-dire le contact entre le juge et l'accusé, est-ce que ça va dans le sens de l'uniformisation des jugements qui sont rendus ? Non, je pense pas. Non. Non, parce que justement, vous voyez, à l'audience, il y a vraiment quelque chose de personnel, quoi, qui s'instaure, qui se crée. C'est vraiment chaque cas est particulier, chaque affaire est singulière, avec et donc non, je pense qu'il y a une réelle volonté pour le juge, en tout cas, de comprendre pour lui, mais pas seulement pour lui, pour toute la cour. Et donc ces échanges. Si on a peut-être un conseil à donner aux accusés, c'est de parler, s'ils peuvent, s'ils y arrivent. Parce qu'évidemment, c'est pas... Parce que, d'une part, la peine, elle sera toujours moins lourde, dans ce que j'ai pu... Parce que s'il arrive à reconnaître, à condition, évidemment, qu'il soit l'auteur des faits, que... Eh bien, vous voyez, parce que finalement, qu'est-ce qui préoccupe le juge ? Bon, quand je dis le juge, c'est la cour, mais bon, le juge, il va condamner quelqu'un. Mais il est plus... les gens pensent, oui, il faut le condamner, il faut mettre une peine. Mais ils sont au-delà de ça, les juges. Ils pensent à la réhabilitation possible. Parce que c'est pas, vous condamnez pas pour condamner, on sait très bien qu'un jour la personne sortira, et on espère qu'elle sorte. Enfin, en tout cas, bon, il fera sa peine s'il doit la faire. Mais si vous voulez, ce qu'il faut démontrer, je dirais, ce que l'accusé devrait montrer devant ses juges, c'est que s'il a fait les faits, s'il les reconnaît, donc déjà s'il les reconnaît, il est capable, on se dit, bon, voilà, il a intégré quand même, voilà, qu'il soit peut-être prêt à des soins, si jamais ça nécessite des soins, parce que vous avez les faits, vous tuez, parce que, voilà, une fois, après vous avez des faits qui sont plus répétitifs, donc peut-être qu'ils nécessitent là, peut-être des soins. Et le juge se préoccupe de savoir quelle serait sa réhabilitation, comment on peut le réinsérer, c'est ça l'idée. Il faudrait qu'il travaille là-dessus, l'accusé, montrer comment, à plus ou moins long terme, parce qu'il faudra qu'il fasse sa peine si jamais il est reconnu coupable et qu'il est coupable. Mais vous voyez, c'est à plus long terme qu'il faudrait qu'il s'inscrive dans... En tout cas, les juges le pensent comme ça. Alors c'est vrai, quelqu'un qui nie tout, qui ne reconnaît pas,
c'est compliqué parce qu'il y a la dangerosité. Est-ce qu'il va recommencer? Alors dans les affaires de terrorisme, inutile de vous dire que là, bon, c'est... Mais bon, on parle du droit commun de... Voilà, si vous êtes capable de montrer que vous avez quand même compris, que vous avez fait un parcours, que vous projetez dans l'avenir, c'est ça que veut le juge. Enfin, c'est pas absolument qu'on est... Comme les appels, vous voyez, par exemple, dans les appels, les procès en appel, ce que j'ai remarqué, si vous faites appel, si l'accusé fait appel parce qu'il trouve qu'il est trop lourdement condamné, j'ai vu un appel, voilà, comme ça, une affaire, il reconnaissait les faits, donc on ne va pas me dire c'est pas lui, non, lui-même les reconnaît, mais trouvait qu'il était trop lourdement condamné. Mais il arrive à la deuxième audience, il a pas cheminé, il n'a pas progressé, donc il a eu plus. Il a eu plus parce que en gros, si vous voulez, les juges se disent, enfin la cour se dit bon, il a mobilisé, il refait revenir la famille parce qu'il avait tué à coups de, je sais pas, de machette sa copine. Enfin bon, donc en fait, revenir une deuxième souffrance, tout ça pour pas avoir évolué d'un iota ou pour avoir, vous voyez, c'est donc c'est important qu'on puisse mesurer cette progression, ce cheminement, voilà, d'un progrès, d'une réflexion sur des faits quand ils ont été commis. Mais après, chaque cas est très particulier, quoi. Et je pense que le juge essaie de mettre en valeur ça. Il n'est pas là pour... il est là à l'audience pour essayer de comprendre et donner la parole. Parce que les accusés pourront toujours parler. Alors même s'il y a c'est pas toujours le bon moment. C'est vrai, parfois on peut les interrompre. Parce qu'il y a une circulation de la parole, il y a... Bon, ça, dans certaines affaires d'audience correctionnelle, certains avocats, là ils ont peut-être raison, disent trop souvent que ou certains présidents, j'ai jamais trop vu ça, mais c'est vrai qu'on me l'a rapporté, les présidents disent attends, ça vous le direz après, parce que vous savez, ce problème des faits de la personnalité, c'est quand même, oui, ça c'est un problème, mais bon, donc ce qui veut dire que parfois l'accusé a envie de dire quelque chose, mais ça rentre pas dans la case personnalité, mes faits, vous voyez, et on lui dit écoutez, ça vous en parlerez plus tard. Ça peut-être, c'est pas, bon voilà. Bah oui, parce il a envie de lire là, il ne lira pas après, de toute façon. C'est un peu idiot. Enfin, mais en même temps, vous voyez, on a quand même ce rituel, cette procédure où on doit cadrer. Enfin, voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, il pourra toujours s'exprimer et il pourra dire qu'il n'est pas d'accord avec telle chose. Donc il faut en profiter, il faut le développer, ça. Il faut le travailler. Oui. Comme c'est le thème de notre place muraille, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a au cours des procès une domination par le langage? Parce que quand, par exemple, l'accusé peut arriver que l'avocat général et l'accusé ne se comprennent pas forcément. Oui, vraiment qu'ils ne se comprennent pas, j'ai jamais vu qu'ils ne se comprenaient pas. Vous voyez, alors qu'il y a une différence de langage parfois. Franchement, et puis j'ai vu plutôt même des présidents qui adoptent leur langage parfois. Ah monsieur, vous avez pété un plomb, et des fois c'est assez... Alors je dis pas... mais je n'ai jamais vu vraiment d'accusés qui n'arrivaient pas à répondre parce qu'ils ne comprenaient pas. Vraiment non. Moi j'ai eu l'impression de voir un accusé qui, comme il se faisait tout le temps couper la parole et qu'il n'avait pas le même langage que par exemple l'avocat général et tout ça, il se faisait couper la parole et donc son ton était un peu plus agressif, mais c'était pas méchant, c'était juste la façon de répondre qui a fait que ça a complètement énervé votre partie. Et qui a instauré un espèce de mur en fait entre les deux, et donc ils ne se comprenaient plus. L'un avait l'impression de pouvoir parler, et l'autre avait l'impression d'être agressé et d'être. Et donc en fait, la cible de langage, c'est un peu. Enfin, parfois ça peut être un peu factice. Enfin, peut-être en réalité, elle peut pas. Oui, je suis d'accord. Je pense pas que ce soit très répandu, mais ça doit arriver. Je suis d'accord avec vous, ça doit arriver. Je pense que c'est quand... Bon, si on a le souci, après ça dépend des magistrats, parce que c'est facile de casser un accusé, à la limite, si vous voulez. C'est facile. Donc, je pense que le jeu sera... Moi, j'ai plutôt vu un avocat général qui s'en prenait à la défense, à l'avocat. Ça, oui, parce qu'ils sont un peu armes égales, si vous voulez, au niveau du langage. Mais j'ai pas tellement vu de... J'ai vu plutôt des présidents de cour d'assises qui se mettaient complètement à la portée au niveau du langage, ça c'est sûr. Les avocats généraux aussi.
Mais je pense que ça peut arriver aussi de... C'est possible aussi, oui. Mais c'est pas quand même... non, c'est quand même pas la majorité. On est plutôt dans la recherche, justement, de compréhension, quand même. Donc on va pas aller au niveau... Oui. Vous avez parlé de l'exercice suisse. J'ai vu que vous aviez également travaillé sur les cours d'exercice belges. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu les similitudes et oui. les différences? Oui, alors les cours d'assises, c'est très intéressant comme terrain, la Belgique, parce que au départ, on a le même code de procédure pénale, on a la même histoire, enfin un héritage révolutionnaire, napoléonien, donc on a la même cour d'assises au départ. Ils ont gardé encore le code d'instruction criminelle, ils appellent ça le code d'instruction criminelle. Alors la cour, pour aller un peu vite, pour vous dire en gros, si j'ai fait des observations en 2015. Et la cour d'assises belge arrivait à essoufflement. Enfin, tout le monde est d'accord pour le dire. Alors, la chose quand même à vous préciser, c'est qu'en 2015, quand j'arrive là-bas, jusqu'en 2016 d'ailleurs, les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité. Nous, c'était le cas, je n'ai pas précisé tout à l'heure, j'aurais dû faire un petit récapitulatif historique pour la cour d'assises, bon, j'ai parlé d'autres choses, mais dans ce cas-là, je vous aurais dit que nous, c'est en 1941 que les magistrats professionnels s'associent aux jurés pour délibérer. C'était sous la période de Vichy, et voilà, et puis ensuite ça a été confirmé par une ordonnance. Donc si vous voulez, nous, il y a eu ce tournant quand même en 1941 avec les jurés et les présidents, donc qui délibèrent, comme vous le savez, sur la culpabilité, sur la peine. Mais les Belges, donc, vivaient encore, vous voyez, enfin, voilà. Alors, d'une part, il y avait ça, c'est pas anodin. Alors, c'est intéressant parce que c'est le juré qui est tout seul, sans l'influence des magistrats, mais ça, c'est un peu... enfin, vous voyez, c'est encore un autre débat. C'est pas toujours... Bon, bref. Donc, c'était ça. Et en même temps, des débats qui duraient, mais très longs, qui étaient trop longs, à mon sens. Donc, vous aviez pour une audience, pour comparer, j'ai fait la comparaison, une audience classique qui dure 2 à 3 jours, elle dure au moins, en Belgique au moins 10 jours minimum. Et alors, vous voyez, on est dans cette configuration. Les magistrats, bon, c'est un peu des gens, ils sont un peu similaires, donc des jurés seuls, des audiences très longues, et un gouvernement qui arrive en disant ça coûte trop cher, il faut réduire tout ça. Il faut faire même une réforme. Donc la réforme qui a été faite, ça a été simple, c'est de vider sa substance, la cour d'assises. La réforme a été faite en février 2016. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais en gros, en février 2016, donc pour vous situer, ça fait 1 an et demi. Donc là, on a réuni, février 2016, magistrats professionnels et jurés populaires, comme en France. D'ailleurs, on m'avait demandé parce qu'on voulait carrément supprimer, donc ils ont quand même gardé en disant le modèle français, pas mal, on devrait faire pareil, etc. Et toutes les affaires, quand je vous disais qu'elle a vidé sa substance, c'est que toutes les affaires, c'était déjà un peu le cas avant, mais toutes les affaires sont correctionnalisées. Ça veut dire que, en gros, avant c'était déjà pour toutes les affaires de mœurs, c'était déjà le cas. Mais là, vous avez un crime, vous avez toutes ces affaires criminelles qu'on criminalise en France. Désormais, en Belgique, elles sont correctionnalisées. Ce qui veut dire, donc j'ai été observé après les audiences correctionnalisées belges, ça veut dire qu'en un jour, tout est une justice professionnelle de 3 magistrats comme nous, pour le tribunal correctionnel, et en une journée qui confirme, donc pas de témoins, on n'entend personne, on demande à l'accusé uniquement s'il confirme ce qu'il avait dit, en gros, pour caricaturer, et où la partie civile n'a plus sa place, je trouve. Parce que on demande à la fin si elle va intervenir, mais comme il n'y a personne qui est intervenu, et comme elle ne voit pas, si vous voulez, donc j'ai vu des parties civiles qui disaient non, finalement, on n'a rien à dire. Voilà. Et donc on a gardé en Belgique ces cours d'assises, sans doute pour les actes de terrorisme qu'ils ont connus, et pour vraiment des cas très particuliers, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus, où il y a les dernières affaires en cour d'assises qui se jugent en ce moment en Belgique, parce que je suis en contact avec eux. Et il y avait une réforme en cours, alors je ne sais pas si elle sera adoptée, mais qui se rapproche éminemment du système suisse, c'est-à-dire qu'ils disent, pour le criminel, on va supprimer le juré populaire, ce que je vous disais tout à l'heure, on met des professionnels, de telle sorte à ce qu'on puisse étudier le dossier avant, et comme ça on réduit le temps d'audience. Alors je ne sais pas, mais ça, ils ont dû copier là sur le modèle suisse. Et donc si vous voulez, nous, la France, on est quand même au milieu de tout ça. Donc
avec les pressions. Alors je ne dis pas qu'on en vient, si vous voulez, mais la Suisse, oui, c'est un cas intéressant et à suivre parce qu'elle n'a pas terminé sa réforme, ses transformations. Ce que je comprends bien, c'est que vous avez dit qu'il y avait une première réforme où justement les affaires étaient donc systématiquement correctionnalisées, sauf pour certains cas particuliers. Oui. Depuis 2016. Mais à Ouais. ce moment-là, il y a déjà plus de jurés en fait. Non. C'est correctionnalisé. Ah oui, plus. La nouvelle réforme, elle porte sur quoi, ça, je comprends pas. Comment? La nouvelle réforme où vous avez dit En ce moment? Ah oui, bah, ce serait un jury. Oui, mais ce serait. Quand ça serait les assises, supprimer le jury. Oui, c'est ça. Pour les affaires terroristes. Voilà, c'est ça. Parce que tout ce qui est correctionnalisé, si vous voulez, ça va rester correctionnalisé. Mais peut-être que. Parce qu'il y a eu une énorme affaire de criminels donc quand il y a eu cette réforme, il y a eu un ministre ou un député qui a été jugé à la cour d'assises. Bon. Et si vous voulez, il a été acquitté. Et alors ça fait tout un tollé. C'était juste après la réforme, ça fait un tollé parce qu'on s'est dit, là précisément, s'il n'y avait pas eu l'oralité des débats de la cour d'assises, le temps du tribunal correctionnel n'aurait pas permis de mettre en lumière sa non-culpabilité. Et donc, il y a une remise en question quand même de ce tout correctionnaliser, si vous voulez. Donc, l'idée, ce serait effectivement de supprimer le jury populaire. Mais ça, je sais, c'est pas fait, hein, mais c'était en cours. Et donc, de remplacer ce jury populaire par des jurys, juges laïcs, ou ça dépend, vous pouvez les appeler, comme en Suisse. Donc, une justice professionnalisée, où des gens ils appellent ça une forme d'échevinage. Alors, l'échevinage, il faut faire attention, parce que c'est des définitions différentes selon les pays. Mais bon, ça voudrait dire une justice où de gens qui se portent volontaires, et voilà, et qui dit, alors ça a déterminé, vous voyez, mais qui étudie le dossier pour qu'après, à l'audience, on aille au plus vite, quoi. On aille juste... Et comment les magistrats justement accueillent ceci, parce que ça fait vraiment un changement, une rupture. Déjà l'audience, on passe à un... Oui. Alors, je les ai pas vus récemment, je sais pas, alors il y a c'est évidemment les magistrats qui sont proches des cours d'assises, bien sûr, ils défendent le modèle de la cour d'assises. En revanche, il faut dire qu'en Belgique, d'une manière générale, les avocats et les magistrats, puisque j'avais été observer les premières audiences correctionnalisées de faits criminels, ils étaient quand même plutôt satisfaits. Parce qu'il faut... à l'inverse de la France où le jury n'est pas remis en question, vraiment en cause, en Belgique, oui. Et pourquoi? Parce que comme il était seul jusqu'à une date très récente, on disait qu'il prononçait des jugements, qu'il prenait des décisions qui étaient complètement idiotes. Et voilà. Après, ce qui a posé aussi beaucoup de problèmes, c'est pour ça qu'ils ont changé ce système-là, c'est qu'alors que quand je suis arrivée en 2015, alors que les jurés délibéraient seuls sur la culpabilité, les magistrats professionnels se joignaient à eux dans un deuxième temps pour rédiger la motivation. Donc les magistrats me disaient, mais attendez, comment voulez-vous qu'on motive, c'était complètement dingue, une décision à laquelle nous n'avons pas participé? Ça posait vraiment problème. Et c'est pour ça qu'on les a intégrés, à mon avis, dans le processus décisionnel. Où, je vais oublier de vous préciser, les magistrats professionnels ne votent pas. Donc ils sont vraiment intégrés dans le processus décisionnel pour la rédaction de la motivation, mais ils n'ont pas de voix, ils ne votent pas, à l'inverse de la France, où tout le monde, les magistrats professionnels et les jurés ont une voix. Voilà. Donc la Belgique, c'est dommage, mais c'est assez catastrophique, et ils glissent vers... il y a pratiquement plus d'affaires, où il y en a très peu, et puis ils glissent soit ils vont finir par cette correctionnalisation qui est déjà le cas en ce moment, soit ils vont adopter ce nouveau modèle suisse, j'appelle un peu sur le modèle suisse, et puis on va perdre la cour d'assises telle qu'on la connaissait. Voilà. Ah ben je suis désolée, j'ai dépassé. Bon.